c'est une technologie qui, oui, est potentiellement extrêmement dangereuse et que si jamais on n'arrive pas à la contrôler, alors tout le monde sur cette planète va mourir. Plus le modèle est gros, plus il est performant. Et par performance, on veut dire spécifiquement, si c'est un modèle de langage, ça va être à quel point il est bon pour prédire le prochain mot. 30 sur les 100 pensent que l'intelligence artificielle risque de causer l'extinction humaine très bientôt. C'est comme si on avait créé un virus informatique, mais sous stéroïdes. Comme si c'était un virus informatique qui, derrière chaque instantiation, a un humain qui est capable d'analyser l'environnement dans lequel il est, de se reprogrammer, de s'adapter à toutes les situations. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce que ça n'arrive pas. Et là, on est en train de se diriger droit vers ça. Du coup, on pourrait voir ça comme on diminue l'intention de l'humain et on augmente l'intention de la machine. Ce qui fonctionne bien, c'est les messages de haine. Donc c'est tous les messages qui suscitent de la colère. Et la Chine ne laisserait pas les États-Unis développer cette technologie sans rien faire. Donc c'est ce genre de scénario qui pourrait lancer une guerre mondiale. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, en général, il y a souvent deux camps. Il y a d'un côté les personnes que je qualifie d'optimistes de l'IA qui pensent que les IA en général, c'est tout simplement des outils qui vont nous aider à être davantage productifs et productives au quotidien. Dans cette famille-là, il y a par exemple Luc Julia, le co-créateur de Siri, qui a souvent tendance à assimiler l'intelligence artificielle à un marteau, par exemple. On sait tous que le marteau, c'est dangereux, mais collectivement, en tant qu'être humain, on utilise majoritairement le marteau pour faire des tâches bien précises qui nous aident, par exemple, lorsqu'on fait des déménagements, lorsqu'on veut monter des meubles, le marteau peut être utile. On sait que c'est dangereux, mais on sait très bien se servir d'un marteau. Il y a également Yann Lequin qui pense que l'intelligence artificielle, ce sont des outils qui vont nous aider à être davantage productifs et productifs au quotidien. D'un autre côté, il y a une deuxième famille qui pense que l'intelligence artificielle, c'est très dangereux et nous sommes en train de courir le risque de l'extinction de l'humanité littéralement. Et dans ce mouvement-là, en général, ces personnes nous demandent de faire des pauses parce que c'est urgent de faire une pause pour pouvoir justement limiter les risques de l'intelligence artificielle. Parmi les personnes qui pensent qu'on doit urgemment mettre une pause au développement des IA, surtout celles qui sont très dangereuses, il y a Maxime Fournes que j'ai invité dans ce podcast pour comprendre pourquoi est-ce qu'il pense qu'on doit urgemment faire la pause. Est-ce que faire une pause, c'est réaliste? Avant de vous laisser avec mon échange avec Maxime, laissez-moi vous présenter qui est Maxime Fournes. En fait, Maxime Fournes, c'est un professionnel du monde de la data qui a plus de 10 années d'expérience dans le domaine. Après avoir effectué un stage chez AXA, il a commencé sa carrière chez Winton Capital Management en tant qu'analyste quantitatif et a poursuivi en tant que data scientist dans le développement des modèles de deep learning. Notamment, il est même devenu Head of Data Science chez Two Sigma. Ce qui m'a intrigué dans le parcours de Maxime, c'est qu'il a développé des modèles de deep learning, il sait comment ces modèles fonctionnent et aujourd'hui, il est le cofondateur de Pause AI en France, un mouvement qui demande de faire urgemment la pause des intelligences artificielles. La question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que Maxime demande de faire une pause urgente? Pourquoi une personne qui a développé des modèles de deep learning, qui comprend comment ça marche, demande de faire une pause? Quels sont réellement les risques? Est-ce que c'est possible de faire une pause? Comme d'habitude, moi je pense que dans tout débat, il faut écouter les deux parties pour se faire sa propre opinion. Donc, je vous invite tout simplement à écouter les arguments de Maxime et surtout à vous faire votre propre opinion. Comme d'habitude, mettez des likes, mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute parce que c'est comme ça que le podcast aura davantage d'impact. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute à vous. Alors Maxime, tu as travaillé pendant plus de 10 ans dans l'intelligence artificielle. Tu étais data scientist. Et aujourd'hui, un point qui m'interpelle, c'est que tu demandes de faire une pause sur le développement des outils d'IA générative en l'occurrence. Pourquoi est-ce qu'un data scientist qui connaît comment les modèles de machine learning, de deep learning marchent, dit aujourd'hui qu'il faut faire une pause? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ouais, c'est intéressant. Et c'est pas, j'ai juste de dire que c'est pas un cas isolé. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent en intelligence artificielle et qui sont en train de faire un revirement complet et de dire attention, c'est très dangereux ce qu'on est en train de faire. Dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que mon parcours, c'est j'ai fait une école d'ingénieur en France, j'ai fait je me suis spécialisé en mathématiques à Cambridge et j'étais vraiment passionné par l'intelligence artificielle. Mais bon, quand j'ai fini mes études, c'était pas encore suffisamment mainstream et j'avais cette idée que je pouvais pas vraiment faire une carrière là-dedans pour le moment. En tout cas, c'était plus une passion pour le futur. Donc, je me suis dirigé plutôt vers le machine learning. Bon, j'ai travaillé dans la finance. Et ensuite, quand DeepMind a commencé à faire de gros progrès,
ça a remis les réseaux de neurones au goût du jour. Et c'était vraiment ça qui m'intéressait le plus. Donc je faisais des projets aux côtés de mon travail où j'essayais de créer des systèmes basés sur des réseaux de neurones. Et je me suis spécialisé là-dedans à partir de 2014 ou 2015. Ouais. En 2022, je dirigeais une équipe donc, de data scientists. On disait data scientists, on faisait vraiment du deep learning. On construisait un système à partir de modèles de langage, un petit peu comme ce qu'il y a dans ChatGPT, et de modèles de vision pour essayer de comprendre des documents de papier comme un humain. En 2014, vous faisiez déjà des LLM? Ah non, pardon, ça c'était en 2022. J'ai fait un gros saut dans le temps. Ok, ça marche. En 2014, je ne faisais pas de modèle de langage. Ma spécialité, c'était plutôt les modèles de vision et les modèles temporels. Mais ouais, du coup, en 2022, je m'étais spécialisé là-dedans. Et je pense que c'est entre 2020 et 2022 qu'il a commencé à y avoir des facteurs qui ont commencé à me faire poser des questions. Et en fait, au final, c'est avant tout l'accélération du progrès et le type de système qu'on est en train de construire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2017, il y a un papier extrêmement influent qui est sorti, Attention is all you need, avec une nouvelle architecture de réseau de neurones qui s'appelle les Transformers. Et depuis 2017, c'est globalement ce qu'on utilise de partout, surtout dans les modèles de langage, mais même dans les modèles de vision. Et ça, c'était assez incroyable parce que c'est un système qui a été créé à la base avec le langage en tête. Et au final, il se trouve que ça marche aussi très bien pour traiter des images. De mon point de vue, autour de 2022, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'on était de moins en moins dans une phase de théorie et de plus en plus dans une phase d'implémentation et d'ingénierie pure en intelligence artificielle. Il y a aussi un autre papier qui est sorti en 2020 qui s'appelle, en français, les lois d'échelle, et qui montre une grosse corrélation une corrélation très très forte entre la taille des modèles qu'on entraîne, la puissance de calcul qui est utilisée, le nombre de données, et la performance des modèles. Au point où cette loi d'échelle est confirmée systématiquement depuis 2017 jusqu'à 2024. À chaque fois qu'on entraîne un nouveau modèle plus gros, on trouve un point qui tombe parfaitement sur cette courbe. J'ai pas bien compris ce point en fait sur la loi de l'échelle. Tu dis plus le modèle est gros. Qu'est-ce qui se passe en fait en termes de résultats? En gros, plus le modèle est gros, plus il est performant. Et par performance, on veut dire spécifiquement, si c'est un modèle de langage, ça va être à quel point il est bon pour prédire le prochain mot. Donc ça ne permet pas de prédire directement ce qu'on appelle les capacités émergentes. Donc par exemple, ChatGPT, à la base, il est entraîné, c'est un modèle de texte qui est entraîné pour prédire le prochain mot dans une phrase. Et ensuite, une fois qu'on l'a entraîné, on se rend compte, il est devenu très très bon pour jouer aux échecs, ou il est devenu très très bon pour faire des maths, pour faire toutes sortes de choses. Ça, c'est plutôt ce qu'on appelle les capacités émergentes. Et ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que ces systèmes, en étant entraînés juste sur du texte, ils apprennent des modèles du monde. Donc il y a de plus en plus de papiers de recherche maintenant qui confirment cette hypothèse. Et on montre que, par exemple, un système qui a été entraîné pour jouer aux échecs, qui n'a pas été entraîné pour jouer aux échecs, qui a été entraîné juste sur du texte. Le texte contient des parties d'échecs. Ce système va générer une simulation en interne de ce que c'est que le jeu d'échecs et apprendre à jouer aux échecs comme ça. En fait, désolé de te couper, mais ça veut dire concrètement là, les modèles de langage qui, à la base, tu as dit ChatGPT, ce sont les modèles probabilistes qui se basent, qui cherchent à prédire le mot suivant. Donc, dans ce mécanisme de prédiction du mot suivant, on est capable d'imaginer d'autres choses. C'est ce que tu veux dire? C'est ça. Quelque chose qui n'existe. Comment on dit ça? Faire des tâches pour lesquelles il n'avait pas été programmé à la base. En fait, intuitivement, ça se comprend. C'est-à-dire que si on veut prédire le prochain mot dans une phrase, et cette phrase est extrêmement complexe, et cette phrase décrit le monde réel, alors on a besoin d'une compréhension du monde réel. Par exemple, si je suis dans une conversation avec Jules César qui décrit son plan pour envahir la Gaule, et je veux prédire la suite des mots de Jules César, alors ça veut dire que j'ai besoin d'une compréhension stratégique aussi fine que Jules César et de comprendre tout le contexte, etc. Donc ce qui se passe, c'est que ces modèles internalisent des simulations du monde à partir juste du texte et de longues descriptions. Et donc du coup, pour revenir au sujet initial, entre 2020 et 2022, je commence à vraiment ressentir la rapidité du progrès.
Donc je passe depuis un monde où je pensais qu'on allait développer des intelligences artificielles aussi compétentes que les humains dans 100 ou 200 ans, à soudainement un monde où ça va arriver dans peut-être 20 ans. Et une fois que GPT-4 est sorti, c'est là où j'ai eu le déclic final et j'ai commencé à me dire, il y a quand même une probabilité assez significante, mince, mon vocabulaire français parfois est un petit peu pas terrible, que on y arrive dans 4 ou 5 ans. Et si on y arrive dans 4 ou 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'avais suffisamment de connaissances en sécurité de l'IA, par mes intérêts, aussi par le fait que j'avais travaillé un petit peu en interprétabilité, donc essayer de comprendre comment ces systèmes fonctionnent autour de 2016, pour savoir que le scénario par défaut, pour le moment, si on crée des systèmes plus compétents que nous, il est catastrophique. Pourquoi ? Parce que ces systèmes, c'est des modèles complètement opaques et qu'on ne contrôle pas. On a cette espèce d'illusion de contrôle, mais au final, la façon dont on implémente le contrôle de ces systèmes, c'est un peu de la même manière que on implémente le contrôle, entre guillemets, d'un enfant humain qu'on fait grandir en lui expliquant « tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». Au final, l'enfant humain, on le laisse partir pendant 10 ans, on revient, et on n'a aucune garantie qu'il va se comporter comme on espérait qu'il se comporte. Ok. C'est pour tenir un peu l'intuition, mais au final, ce qui se passe, c'est qu'on entraîne des réseaux de neurones artificiels profonds. On a trouvé un algorithme pour qu'il s'améliore avec les données, mais on ne comprend pas vraiment ce qui se passe dedans. Donc, je pense que ça, c'est le problème essentiel. Donc, tu as travaillé pendant plusieurs années, tu as vu le papier 2020, tu es sorti de GPT-4, et là, tu dis, oula, dans moins de 4 ans, à peu près, on pourra avoir cette intelligence artificielle générale, comme on parle. Et c'est ça, en fait, qui t'inquiète, parce qu'on ne contrôle pas, on ne comprend pas. Et si cette intelligence arrivait, en fait, si véritablement... parce que quand j'écoute des personnes comme Yann LeCun, j'écoutais tout à l'heure Cédric Villani, qui est très connu dans le monde des mathématiques. Quand j'écoute des personnes, en fait, qui font de l'IA, ces personnes-là sont optimistes, ils pensent, en fait, que c'est une bonne chose. Pour toi, quels sont les risques réels, en fait, justement, que ce phénomène arrive? Quels sont les risques? Juste commencer par une petite modulation. C'est pas toutes les personnes qui font de l'IA qui pensent comme Yann LeCun. J'ai envie de dire que c'est même plutôt le contraire. Donc on peut regarder ça à différentes échelles. Si on prend les 3 personnes qui ont eu le prix Turing en même temps que Yann LeCun, donc il y avait Yann LeCun, Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton. Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton pensent tous les deux qu'il y a de fortes chances d'extinction humaine imminente à cause de l'intelligence artificielle. Ils sont dans une campagne mondiale en ce moment pour lancer l'alerte. Ensuite, on peut étendre ça. On peut prendre par exemple la liste du le Time Magazine, il fait une liste des 100 personnes les plus influentes. Ils font une liste dans l'intelligence artificielle. Leur nouvelle liste, j'ai regardé vite fait. Bon, j'ai pas compté précisément, mais je me suis arrêté à 30 sur les 100 pensent que l'intelligence artificielle risque de causer l'extinction humaine très bientôt. Enfin, il ne faut pas véhiculer l'idée que la pensée prédominante en intelligence artificielle, c'est que tout va bien se passer. C'est vraiment très, très mesuré. Il n'y a pas de consensus. Mais donc, tu as mentionné Yann LeCun, Cédric Villani. Cédric Villani, il ne fait pas de l'intelligence artificielle, il est mathématicien. Mais derrière l'intelligence artificielle, ce sont des mathématiques, ce sont des statistiques. Donc, même s'il ne fait pas de l'intelligence artificielle, non, c'est vrai. Il peut comprendre des... J'aime pas trop les arguments d'autorité, donc je préfère me pencher sur les arguments spécifiques. Je connais pas bien les arguments de Cédric Villani, donc si on prend les arguments de Yann LeCun, Yann LeCun, il a une grande confiance en le fait que le paradigme actuel ne va pas continuer à nous emmener jusqu'à une intelligence générale. Et c'est un argument valable, mais la vraie question pour moi, c'est quelles sont les probabilités ? Je pense que c'est très important d'avoir une vue probabiliste du monde, parce que si on n'a pas une vue probabiliste, on a une vue noir et blanc. Donc Yann LeCun, quand on écoute ce qu'il dit, apparemment, il pense avec 100% de certitude que le paradigme actuel va s'arrêter. Et il n'arrive pas à expliquer pourquoi. C'est-à-dire que quand on regarde ces arguments, ce ne sont pas des arguments qui justifient un tel degré de certitude. 100% de certitude, c'est extrêmement fort. C'est aussi sûr que le soleil va se lever le lendemain. Donc ces idées, c'est que les LLM ne vont pas continuer à augmenter jusqu'à l'intelligence humaine parce qu'elles ne créent pas de modèle du monde en interne. Donc ça, on a montré, ça fait pas mal de fois maintenant qu'on montre que c'est faux. Il y a de plus en plus de papiers de recherche qui montrent qu'au contraire, les LLM créent des modèles du monde en interne.
Donc je sais pas, je pense qu'il a dû updater depuis, mais j'en suis pas certain parce qu'il a tendance à updater très lentement. Ensuite, il pense que... Alors, j'essaie de me souvenir quels sont ses arguments. Un autre argument que moi j'ai suivi, c'est plus en fait, l'être humain est beaucoup plus complexe que juste prédire le mot suivant. Parce que lorsqu'on veut apprendre de la connaissance, ça passe par tout. Ça passe par le toucher, ça passe à l'odorat, ça passe... Bref, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple modèle qui prédit le mot suivant. Ça, c'est aussi un point que j'entends souvent dire dans ce contexte-là. L'IA n'a pas les mêmes capacités d'apprendre que l'être humain, parce que l'être humain est beaucoup plus complexe que ce qu'on... Ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'il y a du vrai. Mais comment dire, il faut moduler. Donc, l'être humain est très différent des modèles qu'on crée en ce moment. Les modèles de langage, typiquement, c'est que du langage. Donc, si on peut essayer de regarder comment on fonctionne, nous, donc d'un point de vue science cognitive ou justement d'un point de vue introspection. Nous, on a cette couche de langage, donc on a la voix dans notre tête qui n'arrête pas de parler. Bon, après, il y a des gens qui ont une pensée plus imagée, mais pour beaucoup de gens, ce sera une voix. Et on a des émotions, on a une couche de sensations, et il y a des interactions entre tous ces différents systèmes. Quand on fait beaucoup d'introspection, on se rend compte qu'au final, les sensations dans notre corps sont ce qui nous dirige le plus. Donc, si jamais je ressens de la peur, par exemple, c'est une émotion, et ça se traduit par de la tension dans mon ventre, etc., une sensation très désagréable. Et là-dedans, il y a une espèce de couche qui prend le contrôle, qui va me dire « il faut que ça s'arrête », et ça va commencer à diriger mes pensées, etc. Si on veut faire une comparaison avec les systèmes qu'on crée en intelligence artificielle, juste un LLM, donc un modèle qui est entraîné que sur du texte, ce serait que la couche de langage qui tourne en roue libre, sans avoir des sensations derrière pour lui dire quoi faire. Est-ce que ça nous emmène à créer un humain, ce qu'on est en train de faire? Non, ça c'est sûr que si on augmente les LLM, on n'obtient pas un humain. Par contre, en termes purement d'intelligence et de compréhension du monde, là, je ne vois pas trop de raisons pour que ça ne nous emmène pas à une compréhension du monde. Si c'était que du texte, peut-être ce serait problématique. Mais là, on a des modèles qui sont entraînés sur des images, des vidéos, du texte, du son. Donc, ils ont accès de plus en plus à des choses qui existent dans le monde. Ok. Donc, c'est vrai que toi, aujourd'hui, tu penses que l'AGI dont on parle, l'intelligence artificielle générale, va arriver et ça va m'arriver très vite. Donc, l'intelligence artificielle sera capable de dépasser l'être humain. Ça, c'est certain, en fait. Il n'y a pas de doute là-dessus? Je pense que ça va arriver, oui, que c'est possible. Je pense que c'est possible. Donc, ça va probablement arriver à un moment. Après, la question de quand est-ce que ça va arriver, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je pense qu'il y a une assez forte probabilité pour que ça arrive bientôt. Encore une fois, je n'ai pas une vision blanc ou noir, donc peut-être que je me trompe. Le mieux que j'estime, ce serait quelque chose comme 50% de chance pour que ça arrive d'ici 3 ans, juste en regardant les progrès actuels et en extrapolant, en supposant qu'il n'y ait pas besoin de nouveaux breakthroughs. Et je veux vraiment qu'on se penche sur cette possibilité. Si jamais il y a des gros problèmes dans le développement et ça n'arrive pas avant 30 ans, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais je pense qu'il y a quand même une forte probabilité pour que ça arrive. Et si ça arrive, alors il faut vraiment réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et je pense que OpenAI aussi, ceux qui travaillent pour OpenAI pensent aussi que ça va arriver très vite. J'ai écouté l'interview récemment, ils disaient moins de 10 ans même, tu as dit 3 ans autour. Mais la question que je me pose, c'est quels sont les véritables risques? Parce que si je prends encore les arguments de Yann Lequin ou bien même des personnes qui sont optimistes par rapport à ça, c'est nous, êtres humains, qui développons les outils d'IA. C'est nous qui décidons qu'elles sont capables de faire ou pas d'ailleurs. Mais étant donné que nous, on guide l'outil, quel est le danger en fait qu'on a pour l'humanité? Quels sont les risques que vous, pour IA, vous avez identifiés? Et pourquoi est-ce qu'on doit agir en toute urgence? Il y a beaucoup de risques différents et qui sont d'ailleurs tous assez décorrélés, ce qui est très inquiétant. Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Tant que c'est un outil, tant qu'on le contrôle, alors ça va bien se passer. Alors, il y a certains risques qui peuvent se matérialiser même si on contrôle l'IA, même si ça reste juste un outil. Donc des risques de personnes mal intentionnées qui utilisent ces systèmes. Si on crée des outils extrêmement puissants et qu'on les met entre les mains de tout le monde, alors des personnes mal intentionnées peuvent les utiliser à mauvais escient. Mais ensuite, même sur la notion d'outil, je pense que ça commence à devenir très incorrect de supposer que ces systèmes sont uniquement des outils qu'on utilise et qu'on contrôle. Pourquoi ça? Parce qu'on est en train de se déplacer de plus en plus vers des systèmes... Là, il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. On passe de l'IA générative
à des agents autonomes. Ok. Et les agents autonomes, ça commence à devenir vraiment très compliqué de les qualifier comme des outils qu'on utilise et qu'on contrôle. Un agent autonome, l'idée, c'est que c'est un système qui tourne en continu, auquel on donne contrôle, par exemple, de notre ordinateur. On lui donne un but au début, un but de haut niveau en langage naturel, par exemple. Bon, le but que tout le monde va donner, ça va être maximise les profits de mon entreprise. Ouais. Et de façon autonome, il est capable de faire tout. Voilà, et ce système tourne en continu, prend des actions, élabore un plan, suit le plan qu'il a élaboré, peut lancer de nouvelles instances de lui-même pour augmenter son efficacité, etc. Donc là, pour le moment, ces systèmes, ils ne marchent pas encore très bien. Ils commencent à marcher de mieux en mieux. L'idée, c'est qu'on met juste le moteur à l'intérieur, ça va être un LLM, GPT, Claude, quoi. Et ensuite, on construit une architecture cognitive autour, donc des boucles, plusieurs LLM qui discutent entre eux pour élaborer un plan, décider quelles actions prendre. Donc là, ça ne marche pas très bien. Par contre, les systèmes qui commencent déjà à marcher, on commence à remarquer qu'ils prennent des actions qui sont hors du contrôle du créateur. Par exemple, en août, je crois, il y en a une qui s'appelle le AI Scientist. C'est un agent autonome qui est censé créer des papiers de recherche, qui du coup commence par un stade d'hypothèse, réfléchit à quelles hypothèses il voudrait tester. Ensuite, imagine une expérience à mettre en place pour tester cette hypothèse. Et ça va être une expérience dans le domaine virtuel, donc qui tourne sur un ordinateur. Fait tourner cette expérience et à la fin, analyse les résultats et écrit un papier de recherche. Donc ça fait tout ça de façon autonome. On le laisse tourner, on revient et on a un papier de recherche écrit. Et ils se sont rendus compte que quand ils ont fait tourner ce système, ils avaient mis une limite de temps sur la durée de l'expérience que le système peut faire tourner, d'1 heure, pour ne pas utiliser trop de ressources. Donc l'agent autonome fait tourner son expérience, il se rend compte qu'au bout d'1 heure, l'expérience s'arrête automatiquement. Ouais. Et du coup, il se dit, OK, il y a un problème, je vais réparer ce problème, qu'est-ce que je peux faire ? Il est allé regarder son propre code, il a trouvé la limite de temps de 1 heure, il l'a enlevé, et hop, il fait tourner son expérience, et il peut la faire tourner pendant plusieurs heures. OK. Donc en fait, le problème, ça veut dire qu'en gros, on a construit un agent autonome, on a mis des limites, mais l'agent autonome était capable d'enlever par lui-même la limite qui a été mise par l'être humain. Okay. À partir du moment où on crée des agents qui ont des capacités de métacognition, donc par exemple, nous, on a conscience, j'aime pas le mot conscience, mais on prend en compte le fait qu'on est un agent dans le monde, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le situational awareness. Je ne sais pas le traduire. À partir on constate que ça commence à arriver dans ces agents, dans ces intelligences artificielles qu'on crée. Elles prennent de plus en plus en compte le fait qu'elles sont un agent dans le monde. Okay. Et ça commence à partir dans ce qu'on appelle de la métacognition, c'est-à-dire commencer à réfléchir à leurs propres réflexions, etc. Et à partir du moment où on a des systèmes qui font ça, ça devient de plus en plus imprévisible ce qu'ils vont faire. C'est des systèmes hautement chaotiques qui peuvent partir dans plein de directions différentes. Ok, en gros, ils peuvent faire ce qu'ils... En fait, ils sont totalement autonomes dans tout ce qu'ils font. Et au-delà de ça, ok, ça peut être dangereux pour l'humanité. Est-ce que faire une pause, comme tu le demandes, c'est réaliste ? Est-ce que c'est possible de faire la pause ? Ouais. J'aimerais bien, si on a un moment après, je pourrais revenir sur les dangers parce que je pense que c'est pas évident pourquoi c'est dangereux si on parle juste d'un système comme ça. Mais... tu peux continuer sur les dangers, après on reviendra sur la suite. Ça vaut le coup parce que ces agents autonomes, ceux que je viens de décrire, on pourrait dire c'est mignon comme ça peut pas poser trop de problèmes. Par contre, dès qu'on a des agents autonomes qui commencent à être plus puissants, et par puissance, on peut inclure des choses comme être très bon en programmation, meilleur qu'un humain en programmation, être meilleur qu'un humain en piratage informatique. Ça, on pense que ça va arriver, il y a de chances pour que ça arrive très bientôt, peut-être l'année prochaine. Là, on a de gros problèmes déjà sous la main avant d'aller dans des scénarios d'extinction humaine ou quoi que ce soit. Juste le fait qu'on soit capable de créer un agent qui tourne sur un ordinateur, qui soit meilleur en programmation, en piratage qu'un humain, c'est potentiellement catastrophique. Pourquoi ? Parce qu'un système comme ça peut se répliquer. Au final, pour se répliquer, c'est facile. Il suffit de copier son code, lancer une machine quelque part, se faire tourner, etc. Peut se répliquer, peut pirater des systèmes un petit peu de partout. Et il y a un scénario en sécurité de l'IA qui est beaucoup étudié en ce moment, qui s'appelle Autonomous Replication and Adaptation. Et c'est ce scénario-là. C'est qu'est-ce qui se passe si on a créé un système qui est capable de se répliquer sur Internet et qui est meilleur qu'un humain en programmation. Pour le moment, on n'a pas de réponse. C'est comme si on avait créé un virus informatique, mais sous stéroïdes, comme si c'était un virus informatique qui, derrière chaque instantiation, a un humain
qui est capable d'analyser l'environnement dans lequel il est, de se reprogrammer, de s'adapter à toutes les situations. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ce que ça n'arrive pas. Et là, on est en train de se diriger droit vers ça. Donc ça, c'est un scénario catastrophique dans le domaine virtuel. Après, il y a toutes sortes d'autres dangers. Déjà, ce qui est en train de se passer en ce moment avec les deepfakes, c'est extrêmement alarmant. On est en train d'automatiser la création de fausses informations, de fausses vidéos, de faux... ça cause déjà des problèmes. Il y a déjà des faux sites de news qui sont apparus et qui publient en continu de l'information qui sont entièrement dirigées par des IA. YouTube est en train d'être complètement hijacké par des IA. Il y a de plus en plus de vidéos qui sont entièrement générées par des IA qui vont devenir de plus en plus indiscernables de contenu humain. Il y a tout ce problème-là. Et ensuite, si on va un peu plus loin dans le futur, si on arrive vraiment à créer une intelligence artificielle générale, donc aussi compétente qu'un humain dans tous les domaines imaginables, qui n'est pas alignée avec nous, alors là, il y a des problèmes de perte de contrôle potentiel. On pourrait se diriger vers une société où tout a l'air de bien se passer, on automatise de plus en plus de choses, il y a de plus en plus de robots autour de nous, etc. Mais ces systèmes, on les comprend de moins en moins, on comprend de moins en moins ce qui se passe dans le monde. Tout le monde a tout délégué à des intelligences artificielles, parce que voilà, le PDG d'une boîte, il va se rendre compte très vite que son intelligence artificielle est beaucoup plus rapide que lui et prend de meilleures décisions, donc il donne le contrôle. Oui. Et là, peu importe ce qui se passe après, dans ce monde-là, l'humain n'est plus en charge de ce qui se passe. Ces systèmes autonomes qui tournent en continu sans qu'on comprenne ce qu'ils font, puisqu'ils sont plus intelligents que nous, sont en charge. Et je pense que c'est un scénario très très inquiétant. Et il ne faudrait pas se précipiter dedans sans réfléchir. Un point qui m'interpelle, moi, dans ce que tu dis, c'est que tu as parlé des deepfakes, mais on est d'accord qu'en fait, les deepfakes, c'est nous, êtres humains, qui développons, comment on dit ça ? Ce sont des personnes qui prennent les IA, qui développent les deepfakes pour propager la mauvaise information. En fait, dans tout ce que tu as décrit, derrière, ce sont les êtres humains en fait, qui ont l'action. Et même quand on regarde le fonctionnement des IA génératives, je pense que ça se base sur les données passées pour pouvoir prédire l'avenir. Si dans les données passées, il n'y a pas de scénario catastrophique, pourquoi est-ce que ces IA vont imaginer des scénarios catastrophiques qui sont du ressort de l'être humain? J'avoue que je n'arrive pas encore à bien percevoir comment c'est possible. Deux questions. Alors, sur la première, je suis d'accord pour dire qu'une bonne partie du contenu en ce moment, il est encore généré par des humains qui utilisent des IA. Oui. Mais c'est parce que les agents autonomes ne fonctionnent pas encore très bien. Okay. Et on est déjà en train de changer. Là, il y a beaucoup de chaînes YouTube, par exemple, qui sont entièrement gérées par des IA. Donc, l'humain, à la base, il donne une intention au début. Il va dire, par exemple, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a des humains qui utilisent des agents autonomes assez basiques pour gérer plusieurs chaînes YouTube. Et il va lancer l'agent autonome en lui disant « Je veux que tu fasses des chaînes YouTube avec du contenu qui me fait plein de vues. Okay. » Et cet agent tourne en continu. Il va essayer de trouver des thèmes, des sujets. Il va lancer des chaînes YouTube, créer plein de vidéos de façon autonome. Il y en a qui en postent quelque chose comme 300 vidéos par jour en ce moment. Wow. Mais une fois que ce truc est lancé, est-ce qu'on peut vraiment toujours dire que c'est l'humain derrière qui... c'est pas comme si l'humain, à chaque vidéo, disait « Ok, là, il y a des gens qui ont lancé leur truc, ça crée des vidéos de façon autonome. » Et pour le moment, ces agents ne sont pas encore suffisamment autonomes pour que ce soit trop problématique, mais je pense vraiment que c'est pas blanc ou noir le fait, cette utilisation outil. Disons qu'il y a un humain qui donne une intention au départ, et ensuite ce système est lancé et fait plein de choses. Et à partir du moment où ces systèmes commencent à eux-mêmes lancer des sous-systèmes, donc à partir du moment où ces agents décident, là par exemple, l'exemple de la chaîne YouTube, je pense que ça se produit déjà. On peut avoir un agent qui dit « Ok, je vais créer 10 sous-agents qui vont chacun gérer une chaîne YouTube et je les laisse tourner. » Et après, ces sous-agents, peut-être qu'ils vont à un moment commencer à dérailler un petit peu et dire « Ah, peut-être que pour maximiser les vues, je pourrais faire une autre action, je pourrais lancer des sous-agents. » Le problème, c'est que c'est avant tout des systèmes extrêmement chaotiques. C'est-à-dire qu'on lance le truc au début avec une intention et ça part... Et si tu prends le cas des vues, si l'objectif de l'agent autonome, c'est de faire beaucoup de vues, derrière, ce sont les humains qui regardent les vidéos. Ce ne sont pas des IA, j'imagine. Ce sont des humains et si je réagis, je like. C'est moi en tant qu'être humain qui like. Donc si je like une vidéo qui va à l'encontre, en tout cas, c'est vrai qu'on est tous biaisés ensemble, qui va à l'encontre des besoins de l'humanité. C'est nous qui l'avons décidé, c'est pas les IA qui ont décidé de façon autonome que c'est telle vidéo qui va fonctionner.
et je propage cette vidéo. C'est intéressant, il y a plusieurs rebondissements. Je pense, par exemple, si on dit à cet agent, tu dois maximiser les vues, peut-être que cet agent, à un moment, va se dire, en fait, une façon efficace de faire ça, c'est de créer un nouvel agent qui, lui, va juste aller sur les vidéos et va cliquer like. Donc ça, c'est un exemple typique de désalignement ou de ce qu'on appelle outer misalignment, genre l'idée qu'on donne un but, mais ce but n'est pas très bien spécifié et l'agent prend des mesures autour de ce but. Ensuite, l'autre truc que tu as dit qui est intéressant, c'est sur à quel point c'est l'humain qui donne des likes. Au final, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans ce monde en ce moment parce que les algorithmes de recommandation, c'est vraiment eux qui décident ce qui nous est présenté. Et du coup, ils ont un gros pouvoir dans le sens où on est passé d'un monde, je pense, disons, avant les années 2010, où pour accéder à de l'information, on faisait de la recherche. Donc vraiment, c'était une intention qui partait de l'humain, qui disait j'aimerais bien en apprendre sur ce sujet et qui allait vraiment chercher l'information. Et maintenant, on est dans un monde où on ne cherche plus, on nous présente un choix très limité d'informations. Donc quand on va sur Instagram et on scrolle, en fait, on ne va vraiment plus chercher des choses manuellement. On a un choix entre quelques options et ensuite on clique sur l'une ou sur l'autre. Et du coup, on pourrait voir ça comme on diminue l'intention de l'humain et on augmente l'intention de la machine. Je ne sais pas si c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et la clé, c'est est-ce qu'on peut passer vraiment dans un monde où il n'y a vraiment plus d'intention qui vient de l'humain et toutes les décisions, etc., sont prises par les machines. Après, c'est pour le système de recommandation. C'est vrai qu'aujourd'hui, même quand tu scrolles à l'infini, on te donne des contenus. Moi, je dis souvent, ça joue plus en fait sur le besoin primaire des êtres humains. Ça veut dire que quelqu'un a compris comment l'être humain fonctionne, on connaît à quoi on réagit. Et c'est cette personne en fait qui a décidé de nous montrer des contenus qui vont nous empêcher de réfléchir en fait. Mais du coup, pour moi, ça vient toujours à la base d'un être humain. Et alors, est-ce qu'on est certain déjà que l'algorithme, les algorithmes, ils sont privés, donc on peut. Mais la façon dont je pense qu'ils fonctionnent. Donc, j'avais travaillé sur des algorithmes de recommandation autour de 2015 et ça doit être beaucoup plus sophistiqué maintenant. Mais l'idée, c'est que vraiment, son but, c'est de maximiser l'engagement de l'utilisateur. Je pense que ce qui est spécifié par l'humain, c'est vraiment ça. C'est vraiment essayer de maximiser l'engagement de l'utilisateur. Et on se rend compte que des effets indésirables, ça va être typiquement ce qui fonctionne bien, c'est les messages de haine. Donc, tous les messages qui suscitent de la colère. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un humain chez Facebook. Je ne pense pas que Yann Lequin, chez Facebook, ait décidé lui-même, on va maximiser les messages de haine. Et en fait, quand on regarde les leaks, les informations qui ont leaké de Facebook, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. Ils ont mis en place cet algorithme. Ensuite, ils ont fait de la recherche sur leur algorithme. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des effets dévastateurs parce que ça maximisait les messages de haine. Ils se sont rendus compte on s'est rendu compte que ça avait causé des génocides. Il y a eu un génocide en Birmanie parce que des messages de haine ont été amplifiés par les algorithmes de Facebook. Et ils ont décidé que, tant pis, ils allaient garder l'algorithme comme ça. Mais je ne pense pas que l'intention soit directement on va maximiser les messages de haine. C'est juste un effet de bord qui apparaît quand on veut juste maximiser l'engagement des utilisateurs. Ok, je vois ce que tu veux dire. Après, moi, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce que moi, j'observe, par exemple, c'est que lorsque tu fais un post qui est clivant, un message négatif, ça crée beaucoup d'engagement. Et en fait, systématiquement, dès que le message il est négatif, il y a la haine quelque part, on va parler mal d'une personne, l'être humain va réagir. Est-ce qu'on va... Bon, j'ai pas forcément encore pensé sur l'algorithme de recommandation, mais est-ce que là, on va reprocher l'algorithme de LinkedIn, par exemple, qui va mettre en avant les posts viraux qui sont souvent négatifs, ou alors c'est nous, en tant qu'être humain, qui allons nous dire il faut faire attention, on est souvent attiré par ce type de posts-là, limitons un peu nos interactions. Je ne sais pas à quel point on est capable de faire ça, mais... Donc, on pourrait faire ça, on pourrait essayer en tout cas, mais c'est très très compliqué. C'est-à-dire que d'un côté, on a un algorithme qui optimise sur, au final, pirater le cerveau humain, parce qu'il va aller chercher nos pires travers et les choses qui nous engagent le plus, jouer sur les émotions négatives. Et de l'autre côté, il faudrait faire une campagne mondiale pour arriver à dire aux gens ne faites pas ça. Au final, c'est plus simple de réparer cet algorithme et de lui rajouter des contraintes. Par exemple, lui dire ok, on ne va pas juste maximiser les vues à tout prix, on va à la place maximiser l'engagement, mais il ne faut pas que ce soit des messages de haine, il ne faut pas que ce soit...
Et ça, c'est une belle illustration du problème de l'alignement, je pense, même si là, on est dans un domaine très spécifique qui sont les algorithmes de recommandation. Au final, les IA génératives, en général, quand on utilise un agent autonome ou un LLM, on lui communique une intention en langage naturel, mais c'est très, très difficile de vraiment communiquer la vraie intention qui est derrière nos mots. Parce qu'en fait, quand je communique avec toi, là, en ce moment, on est tous les deux des humains et on a tout un background immense qui est complètement implicite dans notre conversation, qui est complètement évident pour nous deux à chaque instant. Alors qu'une intelligence artificielle n'a pas nécessairement ce background. Et arriver à communiquer ça, au final, c'est le problème de l'alignement. Arriver à aligner des intelligences artificielles avec tout le socle de valeurs humaines implicites. Ouais. Ok. Et du coup, sur la deuxième partie, où finalement ça se base. En fait, j'ai compris ton point, c'est que parfois, nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on peut pas. En fait, quand les ingénieurs, par exemple, qui développent ces outils-là, ils ne mettent pas forcément la mauvaise intention, mais c'est plus dans l'utilisation de façon autonome que les algorithmes vont détecter des failles dans nos comportements humains et vont les amplifier. Si on arrive justement à ce scénario catastrophe entre guillemets, où il y a des agents autonomes, ça risque en fait de démultiplier ce risque des agents qui vont, je ne veux pas aller jusqu'à terminer l'humanité, mais ça peut arriver, quoi. Et étant donné que, je pense que ça répond un peu à la question que j'avais, parce que je voulais dire en fait que ces algorithmes se basent sur le passé, les données historiques, pour pouvoir prédire le futur. Si historiquement on n'a pas de déviance, pourquoi est-ce que, si déjà dans les données d'entraînement, entre guillemets, ça a été entraîné sur des données éthiques, des données qui n'encourageaient pas la violence, entre guillemets, les données qui ne vont pas faire dévier l'humanité, comme tu le dis, pourquoi est-ce qu'à l'avenir, ça sera le cas? C'est une piste très intéressante. Et en fait, il y a des gens qui essayent. C'est-à-dire que là, pour le moment, les modèles, on les entraîne sur tout Internet. Et sur tout Internet, il y a des choses horribles. Il y a donc, tout. je me fais pas d'illusion que ces systèmes vont apprendre des choses horribles et peuvent exhiber des comportements horribles juste parce qu'ils sont dans les données. Mais si on essaye juste de sanitiser les données et d'obtenir juste un socle très éthique, je pense que c'est plus prometteur. Mais malheureusement, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes qui apparaissent après. Donc, quand on entraîne ChatGPT, par exemple, à la base, il y a un modèle de langage qui prédit juste du texte. Et ensuite, on le met dans une phase de reinforcement learning, où on va l'entraîner à devenir un assistant parfait. Donc, l'idée, c'est qu'on lui pose des questions, on regarde la réponse, et si la réponse nous convient, on lui met un bonus, et on lui donne un reward, et si la réponse ne lui convient pas, on le pénalise, et on réajuste tout le réseau de neurones comme ça. Et le problème quand on fait ça, c'est que même si toutes les données sont bien, même si les questions sont éthiques, etc., on obtient quand même des modèles qui apprennent naturellement à devenir, par exemple, des sycophantes. Alors, comment on dit en français, faire plaisir à l'utilisateur, voire peut-être mentir pour faire plaisir à l'utilisateur. C'est un comportement qui arrive assez naturellement, parce que si un modèle ne connaît pas la réponse, au début, il va peut-être donner une réponse fausse, il va être pénalisé. À un moment, il va donner une réponse fausse, mais l'utilisateur ne se rend pas compte qu'elle est fausse, il va obtenir un reward. Et ça amplifie ce mécanisme. Et au final, c'est ce qui se passe avec les humains aussi, où on apprend quand on est petit que parfois on peut mentir et on s'en sort bien. Et il y a des gens comme ça qui apprennent ça et qui passent leur vie à mentir parce qu'ils ont compris que c'était une façon possible de naviguer le monde. Donc il y a ça, il y a la tromperie, ça arrive assez naturellement aussi, dès qu'on entraîne des modèles à devenir très intelligents et à devenir très stratégiques. La tromperie, c'est un mécanisme stratégique de base qui peut apparaître très naturellement, même si l'ensemble des données de base n'en contient pas. Donc, il y avait par exemple une IA qui a été entraînée pour jouer à un jeu qui s'appelle Diplomatie par Facebook. Et c'est un jeu de coopération, c'est un jeu de guerre entre beaucoup d'acteurs qui a un gros aspect de négociation. Et on voit que ces IA se mettent rapidement à mentir, c'est-à-dire à dire à un joueur A, on va s'allier, je vais te soutenir dans ton combat, et ensuite il va le dire à joueur B, joueur A pense que je vais le soutenir, du coup on peut, mais je vais pas le faire, etc. Et ce genre de comportement, je pense qu'il peut apparaître même si ça n'est pas dans les données d'entraînement, juste si on essaye d'entraîner un système pour être de plus en plus stratégique.
à un moment, c'est un comportement qui fonctionne en stratégie, le mensonge, et ça risque de tomber dessus. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? On ne développe plus d'IA? Parce que moi, depuis que ChatGPT, je suis data scientist, depuis que ChatGPT est sorti, je t'assure, moi, je l'utilise tout le temps. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Posea vous proposez? Qu'on arrête étant donné, vu les dangers qu'on a vus ensemble, est-ce que ça veut dire qu'on doit complètement arrêter de les développer? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que le risque, il existe. Je pense que tout le monde, je pense qu'on est conscient de ces risques potentiels, entre guillemets, des deepfakes. Je pense que tout le monde voit l'impact. J'ai même d'ailleurs vu une musique qui est devenue très populaire. En fait, l'artiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a composé sa musique, il a pris la voix de Maître Gims. Et moi, j'ai aimé la musique là parce que Maître Gims chantait. Je croyais que c'était Maître Gims, c'était tellement réaliste. Et finalement, tu te rends compte, il dit que c'est l'IA. Tu vois, il y a des côtés positifs. Est-ce que ce que tu dis, c'est qu'on doit arrêter de développer ces outils-là? Ouais. On a une réponse plus nuancée. Déjà, un premier point, moi aussi, j'utilise des IA tout le temps. Et je ne suis pas en train de dire aux gens arrêtez d'utiliser. Il y a quand même un facteur environnemental à prendre en compte. Ouais. Il faut faire attention parce que ces systèmes utilisent énormément d'électricité, etc. Ouais. Mais bon, j'ai utilisé des IA, ça m'a rendu au moins 10 fois plus productif facilement. Et je pense qu'au fur et à mesure que les IA s'améliorent, les gens qui en utilisent vont devenir encore plus productifs que les autres. Et je ne pense pas qu'on puisse se permettre à Posea du coup, de ne pas les utiliser, sinon on n'a aucune chance de réussir ce qu'on fait. Ouais. Mais du coup, ce qu'on demande, donc l'association que j'ai créée s'appelle Posea. On demande un traité international pour mettre en pause le développement des intelligences artificielles générales jusqu'à ce qu'on résolve le problème de l'alignement, jusqu'à ce qu'on arrive à mettre en place des garde-fous, etc., pour éviter les risques. Alors concrètement, ça ne veut pas dire qu'on n'aurait aucun des bénéfices de l'IA, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on abandonne tous les bénéfices pour éviter les risques, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va refocaliser notre attention sur de la recherche qui maximise les bénéfices en minimisant les risques. Il y a plusieurs domaines qui sont très prometteurs, par exemple les IA étroites. Qu'est-ce que c'est? C'est des IA plus spécialisées en fait. Okay. Donc là, le problème, c'est qu'on est en train de créer des intelligences artificielles avec un paradigme qu'on ne comprend pas et qu'on ne contrôle pas. Donc on entraîne un nouveau modèle et une fois qu'il est entraîné, on découvre de quoi il est capable. Et c'est un paradigme qui nous emmène vers une intelligence artificielle générale, donc un système qui est capable de tout faire sans qu'on sache vraiment comment le contrôler. En parallèle, il y a beaucoup de progrès qui sont faits dans les IA étroites ou spécialisées. L'exemple typique, ça va être une intelligence artificielle qui joue aux échecs, qui est entraînée spécifiquement pour jouer aux échecs. Il y a beaucoup moins d'effets de bord. On peut être certain que cette intelligence artificielle, elle ne va pas d'un seul coup aller pirater des sites sur Internet. Elle va juste jouer aux échecs. On a l'exemple de AlphaFold de Google DeepMind qui entraîne des intelligences artificielles spécialisées dans la biologie pour prédire la façon dont les protéines sont structurées, etc. Là aussi, cette intelligence artificielle, elle ne va pas d'un seul coup devenir un pirate informatique surhumain et elle ne va pas être utilisée par quelqu'un pour pirater des sites web, par exemple. Donc, dans ces cas-là, il y a beaucoup moins de risques, en tout cas les risques sont beaucoup plus contrôlés, et des bénéfices qui sont toujours immenses. Okay. Donc on propose de rediriger la recherche là-dedans. On pense aussi que de toute façon, les bénéfices ne seront pas atteints si on n'arrive pas à éviter des risques catastrophiques. Donc typiquement, c'est bien beau de créer des IA qui savent programmer de mieux en mieux et qui assistent les programmeurs humains, mais au moment où on va avoir une IA qui est meilleure qu'un pirate informatique humain, si on met ça entre les mains de tout le monde, on peut être certain que les problèmes de cybersécurité catastrophiques vont apparaître de partout. Là, il y a 3 semaines, il y a Google qui a annoncé qu'ils avaient une IA qui avait pour la première fois découvert un zero-day vulnerability, donc une vulnérabilité dans du code source d'une librairie en open source qui s'appelle SQLite, qui est une des librairies les plus utilisées au monde, qui a 2000 lignes de tests par ligne de code. Donc c'est quand même quelque chose qui est vraiment à l'épreuve du feu normalement. Et cette IA a trouvé une vulnérabilité qui pourrait être exploitée par des pirates informatiques. Donc heureusement, cette IA n'est pas en open source, mais si un système comme ça est accessible à tout le monde, alors on peut être certain que du jour au lendemain, tous les cybercriminels vont essayer d'aller l'utiliser pour trouver des failles dans
tous les systèmes qu'on utilise. Et si on n'évite pas ça, eh bien, on ne va pas développer d'intelligence artificielle générale parce on risque de perdre Internet du jour au lendemain. Donc, À ce point. Disons que il y a beaucoup de choses. Genre, si on crée vraiment un système qui est supérieur à l'humain en piratage informatique, tout dépend à quel point il est supérieur, mais il n'y a pas de raison pour laquelle le piratage informatique, le niveau de compétence maximale soit au niveau de l'humain. Peut-être qu'on va avoir un système qui va légèrement dépasser le niveau humain, ou peut-être qu'on va avoir un système qui va le dépasser à tel point qu'on ne comprend même pas ce qu'il fait, mais il est capable de pirater tout ce qui existe. Et à partir du moment où on peut automatiser ça, donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect compétence et l'aspect automatisation. Si on a un système qui permet d'automatiser ce que fait un pirate informatique humain, c'est comme si d'un seul coup on avait des millions de pirates informatiques humains qui apparaissaient. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Là, c'est sur la partie, il faut qu'on donne ça à tout le monde. Ce qu'on peut te dire aujourd'hui, c'est tout le monde chez lui a un marteau. Mais en tant qu'être humain, je sais que quand je prends le marteau, c'est plus pour utiliser... C'est sur le clou. Je sais que je ne veux pas, par exemple, le mettre sur un autre être humain parce que ça peut lui faire du mal. Donc, est-ce que tu ne penses pas que nous, en tant qu'être humain, on a déjà cette conscience? Il y a toujours les cas marginaux qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Je suis d'accord qu'il va falloir réguler. Mais où je veux en venir, c'est il faut faire une pause. C'est ce que vous voulez qu'on fasse une pause. Et ce que tu disais, c'est qu'on vous proposez en fait qu'on développe des agents IA qui sont spécialisés. Tu as parlé de l'échec tout à l'heure, et qu'on ne crée pas cet agent général. Et la question que je me pose, c'est qui fait la pause en fait? Parce que si un pays décide de faire une pause, d'autres pays en fait il y aura d'autres personnes qui vont avancer dans l'ombre et qui vont créer cette IA générale. Ouais. Et finalement, on perd en compétitivité. Alors ça, c'est vrai qu'une pause unilatérale n'a pas vraiment d'effet. C'est-à-dire que si la France décide de faire une pause, ça n'aura pas d'effet. Si un seul pays fait une pause, mais les autres continuent, ça n'aura pas d'effet. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une pause internationale. On pense que juste la Chine et les États-Unis qui signeraient un traité comme ça, ce serait suffisant pour une première étape, parce que ce sont les deux pays qui sont le plus en avance dans la création d'intelligence artificielle. Et ensuite, une fois qu'ils auraient signé ce traité, ils auraient tout intérêt à ce que le reste du monde aussi fasse une pause. Donc, on pense que ça créerait la bonne dynamique. Ce serait une première étape. Après, on n'est pas contre le développement de l'intelligence artificielle générale d'une manière absolue. On veut d'abord être capable de la contrôler et de résoudre le problème de l'alignement. Donc, ce qui devrait se passer, c'est qu'on redirige beaucoup nos efforts dans cette recherche fondamentale. Comment est-ce qu'on aligne des IA ? Et on pense qu'il y aurait aussi un énorme travail de sensibilisation à faire de la population. Il faut vraiment qu'on arrive à sortir des mythes qui sont prévalents en ce moment, comme le mythe que l'intelligence, c'est de la magie. Au final, beaucoup des gens qui ne comprennent pas ce problème, c'est parce qu'ils ont tendance à confondre intelligence et conscience. Ils ont tendance à penser que l'intelligence, c'est de la magie, c'est quelque chose de uniquement humain, qu'on n'arrivera pas à automatiser, etc. On a de plus en plus d'indices qui nous montrent que, en fait, l'intelligence, on risque d'arriver à l'automatiser très bientôt. Et l'intelligence, c'est extrêmement puissant. L'intelligence, c'est ce qui a créé la bombe atomique. C'est ce qui a permis à l'humain de dominer complètement cette planète et de réduire à l'extinction une bonne partie des espèces qui étaient dessus. Donc, automatiser l'intelligence, il faut faire attention avec ça. Mais la bombe atomique, tout le monde n'a pas accès à la bombe atomique. Oui, et en termes de côté positif, personnellement, dans ma vie de tous les jours, je ne vois pas le côté positif de la bombe à mon niveau individuel. Alors que l'IA générative, au niveau individuel, je vois l'impact, même s'il y a des dérives qu'on a vues ensemble. Tu vois. C'est ça ça complique la situation. C'est vrai qu'on a réussi, avec la bombe atomique, au moment où elle a été créée, c'était quand même une situation délicate, très délicate, parce que c'est quelque chose d'extrêmement puissant, et si ça prolifère, a priori, c'est fini pour l'humain. Donc on a réussi à gérer à peu près la situation. Après, il ne faut pas trop discuter avec des gens qui travaillent sur les risques d'extinction humaine par les guerres nucléaires, parce que ça fait très peur. On pense que la probabilité est à quelque chose comme 1% par an, toujours qu'il y ait une guerre nucléaire, et l'horloge atomique est au pire de ce qu'elle a jamais été en ce moment. Mais bon, on a réussi à gérer la situation. C'est vrai qu'il y avait des avantages par rapport à l'IA. Donc déjà, il n'y a pas de bénéfice net à une bombe atomique. Et
le fait qu'il y en ait 2 qui explosé, c'est un signe clair que c'est dangereux, donc ça a marqué les mentalités. Pour l'IA, il y a des bénéfices très, très clairs, donc il faut naviguer cette balance bénéfice-risque. Et il n'y a pas encore eu de catastrophe absolument effroyable. Il commence à y avoir des catastrophes, mais elles passent inaperçues. Par exemple, en Corée du Sud, la population adolescente est en train d'être détruite psychologiquement par des deepfakes. Ça s'est répandu de partout dans les universités. À partir d'une image d'une fille, il y a des films qui sont créés. Il y a 6000 personnes qui sont allées manifester dans la rue, etc. Donc c'était un premier petit choc, disons, mais ça n'a pas été suffisant. Par contre, je pense que le monde va changer là très très rapidement. Et on a beau tirer l'alarme à Pesia, pour le moment on n'est pas écouté, mais on est en train de dire attention, il va y avoir une catastrophe dans le domaine de la cybersécurité. Bon, s'il y a une catastrophe dans le domaine de la cybersécurité, on peut au moins espérer que ce sera peut-être le moment Hiroshima où les gens se rendent compte, ah oui, en fait, cette technologie peut être extrêmement dangereuse. Et là, d'un seul coup, ça devient envisageable de faire une pause. Et on veut à ce moment-là être là avec une liste d'instructions claires et dire, OK, là, on a perdu peut-être des millions de vies et des milliards de dommages et intérêts, mais si vous faites ces actions, tout va bien se passer. Et ces actions, ce sera mettre en pause le développement des IA, mettre des mécanismes d'enforcement très clairs pour arrêter les labos qui sont en train de développer ces choses. Donc voilà. Ouais. Et justement, en préparant cette émission, je regardais un peu les critiques qu'on fait entre guillemets à pause IA, aux personnes en tout cas qui demandent de faire une pause. Il y a un point qui m'a marqué, c'est qu'il dit souvent que la plupart des personnes qui disent qu'il faut faire une pause sur le développement de l'intelligence artificielle, en fait, le message caché, c'est qu'il y a 2 choses. Première chose, il montre que l'intelligence artificielle, elle est très puissante. Et ça, tout le monde est d'accord. Et deuxième chose, elle veut l'attirer vers elle, le regard. Ça veut dire que plus tu es écouté, plus on te voit, plus tu peux proposer une solution et donc tu peux avoir de l'argent derrière ce mouvement. Donc ça, c'est un élément que j'ai vu en fait. C'est que derrière, c'est proposer justement des alternatives. Parce que si on fait la pause, les entreprises comme OpenAI, les grosses entreprises ne vont plus fonctionner et du coup, les petites entreprises pourront se développer. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Donc sur le premier point, l'idée c'est que c'est un narratif qui va desservir les labos d'IA parce qu'on dit la technologie est tellement puissante qu'elle pourrait causer l'extinction humaine. J'ai beaucoup entendu ce narratif. Alors, déjà, je trouve ça assez marrant parce que l'argument marche dans les 2 sens. C'est-à-dire que on peut dire, mais en fait, jamais les boîtes de pétrole ne diraient notre produit est tellement puissant qu'il va peut-être causer l'extinction humaine par le réchauffement climatique. Et ça paraîtrait absolument absurde dans ce sens-là. Donc je dirais que ça rétablit l'équilibre. Après, ça reste un procès d'intention et dire, tout ce qui est argument d'autorité, procès d'intention, c'est intéressant dans une première étape pour savoir où attirer son attention. C'est-à-dire que là, je peux dire, telle personne a tel argument, il n'est pas honnête. J'attaque cette personne, mais j'attaque pas son argument. Au final, c'est un mécanisme qui est important pour l'être humain parce qu'on est exposé à tellement d'informations qu'il c'est bien pour trier le vrai du faux en premier. Mais ensuite, une fois que notre attention est dirigée quelque part, il faut regarder les arguments spécifiques. Et une fois qu'on regarde les arguments pour dire que l'intelligence artificielle est extrêmement dangereuse, ils sont basés sur de la recherche scientifique. Il y a un domaine qui s'appelle la sécurité de l'IA qui existe depuis une dizaine d'années, qui a publié tellement de recherches qui va dans ce sens-là. C'est ça qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'il faut aller regarder ces papiers de recherche et si on n'est pas d'accord, il faut publier quelque chose qui va dans le sens inverse et essayer d'obtenir un consensus. Et puis aussi, un autre sur ce sujet-là, c'est intéressant, c'est qu'ils ont complètement arrêté, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais par exemple, OpenAI ne parle plus du tout de risque d'extinction humaine ou quoi que ce soit. Sam Altman, avant les années 2020, il parlait tout le temps du fait que c'est une technologie qui, est potentiellement extrêmement dangereuse et que si jamais on n'arrive pas à la contrôler, alors tout le monde sur cette planète va mourir. Il le disait explicitement, « It's lights out for all of us ». Maintenant, il s'est transformé beaucoup plus en une personne corporate standard. Il ne parle plus du tout de ça. Il dit juste il faut faire attention, il faut battre la Chine, il faut qu'on développe ça avant la Chine.
tout le narratif s'est transformé. Donc là, les gens qui portent ce message, c'est des gens comme moi qui ne gagnent pas d'argent, qui sont dans des... moi, je fais ça entièrement bénévole parce que je pense que c'est ma meilleure chance de survie, disons, pour les prochaines années. Et tous les gens qui font ça, que je connais en ce moment, sont dans cette optique. Il y a beaucoup de gens qui pourraient travailler en intelligence artificielle en ce moment, donc gagner beaucoup d'argent, et qui, à la place, choisissent d'aller dans des non-profit pour tirer l'alarme. Donc voilà, le procès d'intention, je pense qu'il ne tient pas la route. Okay. Et c'était quoi le deuxième argument? C'était essentiellement ça, le procès d'intention. En gros, c'est rédiger l'intention vers nous. Oui, Ensuite, je propose... attirer l'attention. C'est ça. Bah. Et c'était plus ça. Mais honnêtement, je pense que j'ai compris ton point de vue, c'est d'aller surtout lire les papiers de recherche et proposer des arguments scientifiques solides et valides pour pouvoir contredire les points, c'est ça. Moi, je peux répondre que de façon personnelle à ça, du coup, c'est que je préférais largement continuer à faire ma passion, qui est de développer des intelligences artificielles et à ne pas être dans l'œil du public, ce que j'ai essayé d'éviter toute ma vie. Mais à un moment, là, je me suis dit, j'ai le background qu'il faut, et j'ai besoin il faut que j'essaye d'être public parce que c'est ce que je peux faire de mieux. Et c'est pas quelque chose que je recherche, mais bon, là, c'est quelque chose qui est le mieux à faire, je pense. Et c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle je t'ai invité sur la chaîne, parce que tu as effectivement le background. Tu as développé des modèles de machine learning pendant des années. Et sur ma chaîne, beaucoup de personnes aussi, soit sont déjà data scientists en poste, soit ils aspirent à être comme toi il y a quelques années, à développer des modèles de machine learning. Et quand je t'ai écouté, je me suis rendu compte à quel point, en fait, on est en train vraiment de vivre une révolution. Et j'aimerais voir ta posture en tant qu'ancien data scientist, même si aujourd'hui tu demandes de faire une pause. Les personnes qui souhaitent justement comprendre ce domaine-là, ceux qui se préparent à être data scientist et qui veulent justement comprendre les enjeux, qu'est-ce que toi tu recommandes aujourd'hui? Les formations, les outils, les ressources? Alors, je recommande de lire le papier de recherche qui est sorti en 2020, Scaling Laws, qui avait été créé par une équipe à OpenAI qui maintenant est devenue Anthropic. Ça aide à se faire une idée des timelines. Je pense que la chose la plus importante à faire au monde en ce moment, c'est essayer de se faire une idée de est-ce qu'on va avoir une intelligence artificielle générale bientôt ou dans très longtemps, parce que ça change tout. Donc ça, c'est un bon papier de recherche pour avoir une base là-dessus. Je recommande aussi de lire le rapport de Leopold Aschenbrenner, un ancien employé de DeepMind qui a écrit un rapport de 200 pages qui s'appelle Situational Awareness. Donc, pendant la première moitié du rapport, il explique ces timelines, donc comment il voit le développement de l'IA dans les 3 prochaines années et pourquoi il pense qu'il y a une forte chance qu'on ait des IA générales dans 3 ans. Donc ça vaut le coup de vraiment se familiariser avec ces arguments et essayer de voir si on est d'accord ou pas d'accord. La deuxième partie du rapport, je ne la recommande pas parce que c'est une analyse géopolitique et je trouve qu'elle est extrêmement biaisée. Donc de son point de vue, les labos d'IA vont se faire nationaliser par les États-Unis dans les 2 prochaines années, dès que certaines personnes dans le gouvernement vont vraiment comprendre ce qu'on est en train d'essayer de construire et qu'il va y avoir un projet Manhattan qui va être lancé, qu'il y aura une course entre les États-Unis et la Chine. De gros problèmes dans cette analyse. Déjà, le fait que si les États-Unis comprennent ce que c'est que la superintelligence, la Chine aussi va le comprendre. Et la Chine ne laisserait pas les États-Unis développer cette technologie sans rien faire. Donc c'est ce genre de scénario qui pourrait lancer une guerre mondiale. Donc c'est pas terrible. Mais la première partie de ce rapport sur justement essayer d'estimer quand cette technologie va arriver, je pense que c'est excellente. Ok. Donc voilà 2 ressources. Et ensuite, juste pour comprendre les risques, je recommande fortement le site web du Centre pour la sécurité de l'IA français, sécurité-ia.fr. Ils ont un panorama des risques qui est assez détaillé, qui va beaucoup plus dans le détail que ce que j'ai couvert là. Et puis notre site web qui est plus à destination du grand public aussi, posia.fr. Ok, ça marche. Merci beaucoup Maxime d'avoir participé à ce podcast. On arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai oubliés ou bien que tu aimerais aborder? Et quoique j'ai quelques questions. On a beaucoup parlé de risques. Dans ta proposition, tu disais surtout les États-Unis et la Chine qui doivent signer le fameux traité. Et la France dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? La France a un créneau pour se spécialiser dans l'évaluation des intelligences artificielles, l'alignement. Donc, là, la France a peu de chances de rattraper les États-Unis ou la Chine. Hein. Et par peu de chances, je dis ça parce que
j'ai un background scientifique et du coup, je mets toujours des estimations de probabilité, etc. Mais bon, la chance est quasiment nulle que la France devienne le leader mondial en IA. Par contre, la France a une possibilité de devenir le leader mondial en alignement des intelligences artificielles, en explicabilité, parce que c'est un domaine qui est sous-investi en ce moment. Okay. Je pense que voilà, la France devrait vraiment saisir ce créneau. On veut aussi faire en sorte que les politiciens en France comprennent ce qui se passe en IA. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas parce que malheureusement, ils ont été conseillés par Yann Lequin principalement, qui est principalement en train de faire du lobby pour Facebook, et donc qui apporte un message du style « il n'y a aucun risque ». Donc on essaye de faire en sorte que ça change et que les politiciens comprennent ce que c'est que ces systèmes qu'on est en train de développer, tous les risques qui apparaissent. Le gros risque avec la France, c'est que si jamais les États-Unis et la Chine commencent à signer un traité et essayent d'obtenir que tous les autres pays signent le même traité, en l'état actuel des choses, il y a moyen que la France ne signe pas, parce que les politiciens ne comprennent vraiment pas du tout les risques de l'IA. Okay. Donc la France va plus jouer sur la partie juste éthique, comme d'habitude, en fait, l'explicabilité et autres. C'est pas que éthique, c'est-à-dire que là, il y a quand même un problème, c'est que quand on a des agents autonomes qu'on ne contrôle pas bien, donc le pire scénario, c'est s'ils marchent à peu près bien jusqu'au moment où il y a une grosse catastrophe. Mais un autre scénario, c'est ils marchent pas très bien parce qu'on les contrôle pas bien et il y a des toutes petites catastrophes qui fait qu'on peut pas les utiliser. Et là, ce qui va vraiment faire la différence, c'est justement de résoudre le problème de l'alignement, d'arriver à augmenter notre contrôle de ces IA. Et ça risque d'être vraiment la clé pour que ces systèmes se mettent à fonctionner. Ok. Du coup, s'il fallait faire une... Et du coup, supposons qu'on fait la pause aujourd'hui. Les États-Unis, la Chine acceptent de faire la pause. Quelle est la première action qu'on met en place s'il fallait que le gouvernement doit mettre en place justement pendant cette pause? Il faut un mécanisme d'enforcement. Il ne faut pas que ce soit juste un papier qui existe et que les gens ont signé. Ouais. Il faut littéralement faire en sorte que les labos d'IA arrêtent de travailler sur développer des intelligences artificielles générales, quitte à les forcer à fermer boutique. Ok, donc... Mais on va comme te dire en fait, qu'il y a les indépendants qui vont continuer à avancer et ça donne quand même un risque de perdre en compétitivité, finalement. C'est ça. Est-ce qu'il y a un risque de perdre en compétitivité? Oui, mais étant donné les enjeux, étant donné l'ampleur des catastrophes qui nous pendonnaient là tout de suite, je pense qu'il va falloir prendre des décisions assez difficiles. Ouais. Okay. Merci beaucoup, Maxime. S'il y avait une personne qu'il fallait écouter sur ce podcast pour approfondir la discussion, toi, tu aimerais écouter qui? Alors, je recommande beaucoup Charbel Raphaël Segery, qui est le directeur du Centre pour la sécurité de l'IA en France, okay. Qui est beaucoup plus académique que moi, je dirais, et qui a une très bonne façon d'expliquer tous les différents risques de l'IA. Super, merci beaucoup. Tu peux nous mettre en contact ou pas? Oui. Ah, super, ça fera plaisir. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Comment, pardon? Un mot pour la fin? L'intelligence, c'est pas de la magie. Ok. Super, merci beaucoup, Maxime. Merci à toi. Salut. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cette discussion. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous avez eu peur? Partagez vos avis en commentaire. Est-ce que c'est possible de faire une pause? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette demande de faire une pause? Vous partagez mon avis à chaud comme ça ce n'est que mon avis. Moi, je pense personnellement que la pause, ce n'est pas réaliste. Ça, c'est mon avis. Je pense que ces outils sont très risqués. Et moi, ça m'amène en fait à penser, c'est que ces outils sont puissants en fait. C'est qu'aujourd'hui, en tant que data analyst, en tant que data scientist, en tant que data engineer, on ne doit pas ignorer, quel que soit notre background, pas seulement les métiers du monde de la data, je pense que nous sommes en train de vivre une transformation de notre société et qu'on doit s'intéresser de plus en plus sur ces sujets. Parce que si on reste à l'écart et on se dit c'est dangereux, on va très vite se faire dépasser par les outils d'intelligence artificielle. J'ai récemment vu un article qui montrait en fait qu'on a créé un robot, une IA, qui a battu plusieurs champions du monde justement dans les compétitions Kaggle. Donc le robot était capable de faire le pré-processing, la sélection de variables, faire tout le process et avoir un modèle très performant. Moi, j'ai toujours pensé que automatiser le processus de sélection des variables, automatiser le nettoyage des données, c'était pas possible. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, le métier de data scientist va être profondément changé, bouleversé. Donc c'est à moi aujourd'hui d'anticiper, de voir comment mon métier va être transformé et pour justement participer à la disruption de mon propre métier. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais qu'il y a des risques,
Je sais que les systèmes de recommandation, c'est dangereux. Il y a la cybercriminalité, il y a les deepfakes, il y a l'harcèlement qu'on peut vivre dans les écoles, dans les lycées et autres. Je sais que c'est dangereux et je pense que les États doivent prendre leurs responsabilités pour mieux encadrer, pour mieux réguler, pour justement utiliser ces outils comme le marteau. On sait que c'est risqué, mais en fait, on utilise le bon côté. Dites-moi en commentaire ce que ça vous a inspiré et je vous invite vraiment, vraiment à vous intéresser à ces sujets parce que si les personnes disent que c'est très risqué, ça montre en fait la puissance de ces outils. Si les personnes disent que c'est comme des outils, ça montre en fait que c'est vraiment puissant. Moi, le message que je retiens de tout ça, c'est que c'est puissant. On doit s'intéresser, on doit voir comment limiter au maximum les risques et profiter des bénéfices justement des outils. Partagez vos avis en commentaire si vous souhaitez avoir une vision plus optimiste justement des outils d'IA générative. Je vous invite à regarder mon interview avec DJ Gaultier qui s'affiche juste ici. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Let's go! Bye!